Alors, ne pas les gagner. Oui, ça, c'est une très bonne question. Moi, je dis toujours, j'ai plus perdu de concours que je n'en ai gagné. En toute sincérité, j'avais pour objectif d'être en demi-finale, mais je suis arrivé en finale avec mes phénomènes de la sommellerie, avec en face de moi Paolo Basso et puis Gérard Basset. Je ne m'y Même moi, je ne m'y attendais pas du tout. Ça prouvait que j'avais un certain niveau, mais ça a été une très très belle surprise. Alors après, je me suis battu avec mes armes en finale. Ça, j'en suis parfaitement conscient, mais c'est une très très belle médaille de bronze pour moi, cette compétition. C'est une médaille qui brille autant que l'or. Malgré en fait, les défaites, je me suis toujours relancé, remotivé pour pouvoir essayer d'atteindre le plus haut niveau. Parce que je considère que ces compétitions sont un plus dans ma carrière. De toute façon, je suis d'une nature très très positive, c'est-à-dire que je mets très vite de côté en fait tout le négatif, sauf pour m'en servir et construire sur les compétitions futures, ou alors sur l'avenir. Oui, la préparation mentale, elle est assez importante dans le sens où il faut pouvoir rebondir très rapidement. Et il y a un sport que l'on m'a décrit en parallèle de nos compétitions, qui est le tennis. Parce que le tennis, il marche par jeu et par set. Et ce n'est pas parce qu'un très grand champion perd un set qu'il va perdre les suivants. Donc il y a cette motivation qui en fait doit rebondir aussi nettement qu'une balle de tennis. Et c'est pour ça que c'est bien de se préparer mentalement et à un moment donné, ça devient nécessaire pour ne pas se faire aspirer en fait par le négatif. Dans les compétitions, on a tous l'angoisse de répondre à côté en fait de la consigne. Et ça, c'est fatal parce que c'est une perte de points qui est immédiate. On n'a pas rempli la mission qu'on nous a demandé de faire. Et donc, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Mais moi, il a fallu du temps, il a fallu en fait des entraînements avec une professeure de théâtre, avec des collègues, avec la sophrologue qui me suit là depuis quelques années, pour se dire comment ça fonctionne là. Et en fait, j'ai remarqué qu'il fallait déjà être concentré, ne pas en fait se faire déconcentrer par l'environnement ou même le matériel, parce qu'on a pour habitude parfois de vouloir regarder un peu à droite à gauche ce qui se passe dans la salle. Et ça, c'est plutôt très mauvais. Donc, il faut garder son calme, sa lucidité, sa concentration sur la consigne. Et ça m'a permis de pouvoir comprendre comment je fonctionnais avec la visualisation dans l'espace. On pouvait imaginer, il y a quelques années de ça, qu'un laiton travaillant à Riga allait pouvoir devenir meilleur sommelier d'Europe. On n'y pensait pas. Et pourtant, eh bien voilà, ce sont des personnes et des sommeliers valeureux et surtout très professionnels qui ont su se préparer. Alors ma vision future, elle est très claire. Il ne faut surtout pas oublier que nous sommes des acteurs de la salle de restaurant. Et que nous avons trop eu, nous en France, une période où on considérait que le sommelier, il ne servait que du vin et des boissons dans un restaurant. Alors, c'était le cas dans la plupart des grands restaurants parce qu'il y avait des brigades assez conséquentes. Maintenant, le métier est en train de bouger. Pourquoi? Parce que si on ne considère pas le sommelier comme un acteur de la salle, c'est-à-dire aussi acteur dans le service, avec une valeur ajoutée vin pour conseiller les clients, mais aussi développer du chiffre d'affaires. Parce que nous avons quand même un métier de commerçant, il ne faut pas l'oublier. Et donc pour moi, la vision du sommelier futur, c'est un sommelier qui s'est bien repositionné au niveau de la salle avec connaissance de service, connaissance exemplaire des plats et de tous les aliments, ce qui est indispensable pour les accords mets et vins, connaissance des pratiques culinaires aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de sommeliers, même chez nous en France, qui devraient passer un cap à ce niveau-là, parce que quand on comprend certaines cuissons, certaines pratiques culinaires, on comprend mieux quel peut être le résultat en termes de texture, de goût. Et ça, c'est important pour les accords mets et vins. Donc pour moi, le futur sommelier, c'est un sommelier qui est peut-être encore plus complet et surtout peut-être qui s'est repositionné dans l'environnement de la salle d'un restaurant ou même d'un environnement de vente de vin. Parce qu'il y a des sommeliers qui pratiquent dans
dans les très très bonnes caves. Et même ces sommeliers ont un besoin aussi de connaître tout ce qu'il faut savoir sur la gastronomie, sur les cuissons, sur la cuisine, pour donner les bons conseils à leurs clients quand ils repartent avec une bouteille de vin. Donc voilà moi ma vision du sommelier. C'est une vision beaucoup plus polyvalente et beaucoup plus complète. Ah oui, mes missions elles sont multiples. Bon, c'est vrai que je ne faisais pas en fait comme plan de carrière le fait de devenir manager d'un restaurant. Non, j'étais très bien quand j'étais chef sommelier au Crillon. Mais quand Thierry Marx m'a contacté pour être chef sommelier au Mandarin, j'ai dit oui. Et à la suite de ça, il m'a dit « mais je n'ai pas recruté de directeur de restaurant, je voudrais savoir si cela vous intéresse d'avoir les doubles casquettes. » Je lui ai dit « laissez-moi un peu de temps pour réfléchir. » Et après réflexion, je voulais savoir un petit peu le nombre de personnes. Donc j'ai 15 personnes sous ma responsabilité, en salle et en sommellerie, et puis à l'accueil aussi. Donc ça, c'était un format qui me convenait bien, parce que c'est plutôt à taille humaine. On gère plutôt, entre guillemets, une famille, et non pas un groupe. Et ensuite, ça me permettait justement de pouvoir développer un peu plus de mes connaissances dans le monde de la salle. C'est ce que je disais là concernant l'évolution du métier. Donc ça m'a permis aussi de grandir à ce niveau-là, d'avoir un poste vraiment plus manager. Donc mon quotidien, c'est de surveiller les réservations, de motiver les équipes, d'être à leur côté le plus régulièrement possible, de pouvoir leur faire partager mon expérience, parce que j'ai des briefings où j'essaie régulièrement de pouvoir leur raconter une anecdote. Alors ça les fait sourire, c'est une anecdote rigolote, c'est une anecdote un peu moins joyeuse parce que c'était parfois un accident en salle ou quelque chose, voilà. Mais j'essaie toujours de leur donner cette information pour qu'ils puissent eux aussi emmagasiner de l'expérience. Très enrichissant pour eux. Ah oui, oui. Et je dis toujours, je veux surtout pas être considéré comme un alambic, c'est-à-dire distiller goutte par goutte. D'accord. Sinon, C'est bien dit. ça m'intéresse pas. Je préfère être plutôt comme voilà, une personne ayant un vécu et essayant au quotidien de partager ce vécu parce qu'on leur transmet à tous ces jeunes. On leur transmet, et alors non seulement on leur transmet un métier et de l'expérience, mais il faut absolument prendre conscience qu'on leur transmet la passion. S'ils font un métier professionnel dans lequel ils sont heureux, et ils sont surtout heureux d'exercer au quotidien, c'est gagné. Donc voilà mon rôle. Après, j'ai aussi le rôle, bien évidemment, en tant que chef sommelier d'acheteur. J'achète tous les vins qui rentrent au Mandarin Oriental, je compose la carte des vins, je sélectionne des champagnes, et ainsi de suite. Et puis, je forme aussi mes équipes pour ceux qui s'intéressent aux compétitions. Je ne force personne parce que je considère que la compétition doit venir de chaque individu. Et je ne recrute pas en fonction de ceux qui veulent faire des concours. C'est même plutôt parfois l'inverse. Ceux qui viennent me dire « voilà, j'aimerais bien travailler avec vous, Monsieur Biro, pour préparer des concours », j'ai quelques autres questions à leur poser pour savoir le vrai fond de leur envie. Mais j'essaie aussi voilà, de leur faire partager cette expérience-là et ils m'aident en retour. Parce que moi, j'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'eux pour me préparer quand je prépare des compétitions. Oui, tout est une histoire d'organisation. Il y a 3 emplois du temps à gérer et à installer dans 24 heures. 24 heures, il faut quand même dormir un petit peu, sinon on n'est pas efficace. Donc ce n'est pas tout à fait 24 heures. Mais il y a 3 emplois du temps. Le premier emploi du temps, c'est l'emploi du temps familial. Voilà, moi je suis marié, j'ai 2 petites filles et en aucun cas je veux mettre en fait en difficulté l'aspect familial. J'ai l'aspect professionnel et l'aspect compétition. Donc il faut essayer de pouvoir construire l'emploi du temps avec ces 3 plannings. Donc il y a la période du matin plutôt réservée à la famille, il y a la période de fin de matinée, du midi pour l'aspect professionnel, il y a l'après-midi pour l'aspect compétition, il y a le soir pour l'aspect professionnel et puis avant de se coucher, encore un peu de compétition avec un peu de lecture. Et puis après, une période de sommeil. Donc ce qu'il faut, c'est essayer d'organiser tout ça. Mais surtout, il faut très très bien se connaître. C'est très important de pouvoir savoir comment son corps réagit. Donc avant de se lancer dans les compétitions, il faut bien se connaître sur le plan sommeil, sur le plan résistance, sur le plan mental et mémorisation, et sur le plan nervosité. Et quand on a étudié
tout ça sur soi, eh bien, il faut savoir comment organiser le planning. Parce que je sais qu'il y a des moments plus opportuns à réviser. Je sais qu'il y a des moments où je ne pourrais pas réviser. Faire de la révision très très intense le soir après le service, pour moi, je sais que ça ne sert à rien. Je préfère faire de la lecture, tout simplement. Et voilà, c'est toute une histoire de connaissances et surtout bien se gérer, parce que ça demande une discipline personnelle, et puis une discipline, une discipline de la vie pour satisfaire tous ces trois aspects de l'organisation de mon planning. L'importance de l'éducation du goût, mais pour moi c'est une évidence. C'est une évidence. J'ai eu l'occasion de rencontrer un monsieur qui est absolument incroyable, qui est Jacques Puiset, qui a travaillé à l'Institut du goût en France. Jacques Puiset connaît très bien les vins de la Loire. J'ai fait des dégustations avec lui et j'ai fait aussi entre autres un livre autour du café. C'était en fait associer le café avec des plats, mais pas que des desserts, avec des plats salés aussi. Et quand on travaillait là-dessus, on analysait les 4 saveurs, salé, sucré, acide, amer. Et il m'a dit quelque chose que j'ai toujours retenu et qui me sert dans ma vie au quotidien. C'est une civilisation va à sa perte quand elle n'accepte que certaines saveurs, et entre autres quand elle n'accepte plus que le salé et le sucré. Et c'est une évidence. Regardez tous les problèmes de santé, tous les problèmes qui sont liés en fait à la surconsommation de sel et puis de sucre, alors qu'il faut savoir accepter l'amer et l'acide. Et quand on regarde tout ce qu'on peut consommer en amer et en acide, eh bien ce sont des produits qui sont plutôt salutaires, qui sont bons pour la santé. Donc il faut ce juste équilibre. Quand on se contente de 2 saveurs, eh bien on court à sa perte. Et pour moi ça a été une révélation. Donc avec mes petites filles, dès qu'elles sont nées, j'ai agi. Donc dès que je les avais très petites dans les bras, avant de les emmener à la crèche, avant de partir à la crèche, je prends toujours mon espresso, et puis je fais couler mon espresso, et puis je trempais mon doigt dans la mousse du café, de l'espresso pour la crème, qui est très amère. Et en fait, je leur mettais comme ça sur la langue. Et très petites, elles acceptaient. Après, je me suis rendu compte que c'était une saveur qu'elles appréciaient un peu moins. Mais je les ai éduquées comme ça, en leur donnant des petits morceaux d'endive, en leur donnant des morceaux de chou-fleur, en leur apprenant l'amer et l'acide, et donc le citron, et ainsi de suite. Et donc ça m'a permis, moi, de faire ma part d'éducation gustative envers mes filles. Et pour moi, je considère que c'est un devoir. C'est un devoir pour les parents d'enseigner le goût, parce que c'est une machine, c'est un disque dur vierge, un enfant. Et donc, il est réceptif très tôt. Et c'est pour ça que aussi, comme moi je cuisine à la maison, parce que j'ai tout un passé de cuisinier à l'école hôtelière, j'ai tous mes diplômes en cuisine, et j'ai changé pour faire de la sommellerie en fait, pour arriver en salle en sommellerie. Et donc je cuisine à la maison, c'est mon affaire. Donc je les invite aussi très régulièrement et elles cuisinent avec moi. Et je leur explique ce que sont les matières premières, comment on les traite, comment on les cuit, quel goût elles ont, comment on peut changer le goût, qu'est-ce qu'il faut faire. Et elles goûtent admirablement bien. Le café, oui, j'aime beaucoup le café. J'aime beaucoup le thé aussi en fait. Je suis un grand buveur de thé et de café. Un grand buveur. Dans des doses, je dirais cadrées. Mais pourquoi j'aime en fait le café, c'est que ça représente tout ce qu'on aime aussi dans le vin. La zone de production, la climatologie, la méthode d'élaboration, de torréfaction de certains cafés qui peuvent être différentes. Notion de terroir, c'est une évidence, avec des terroirs volcaniques, d'autres moins. Et ensuite, il y a un vrai savoir-faire. Parce qu'on peut avoir les plus beaux grains de café du monde, comme on peut avoir les plus beaux raisins du monde. Si on ne sait pas ensuite justement le moudre, l'utiliser à bon escient pour pouvoir faire un très bon espresso ou alors pour pouvoir faire un très bon café façon piston et ainsi de suite, on peut gâcher la marchandise, la matière première qui est exceptionnelle que vous avez devant vous. Donc au travers en fait de toutes ces étapes, et je trouve que c'est un breuvage, moi qui me procure beaucoup de plaisir, et c'est pour ça que je dis que je bois les deux, thé et café, parce que le thé j'en bois le matin et surtout du thé vert, très très bon pour la santé. Et ça fait partie de mon quotidien quand je prépare des concours et de mon quotidien aussi sur l'hygiène de vie.
Donc thé vert. Et après, au moment du déjeuner dans l'après-midi, c'est plutôt café. Café parce que ça réchauffe, il y a tout en acide et en amer, c'est remarquable. Il y a une persistance aromatique qui est époustouflante avec le café. Et puis, je crois que personne au monde, même ceux qui ne boivent pas de café, sont insensibles à l'odeur de la torréfaction du café. Mon épouse ne boit pas de café, mais quand on ouvre une dosette de café ou une boîte de café, je suis désolé, mais moi je connais personne sur cette planète qui me dise « ça sent pas bon ». Effectivement. La torréfaction du café, amener des personnes près d'un torréfacteur, vous faites-les passer dans une rue où il y a une torréfaction de café, tout le monde, il y aura un tilt dans la tête qui dira « mais qu'est-ce que ça sent bon ?» Alors que certains ne boivent jamais de café, mais vous n'êtes pas insensible. Et ça, c'est le monde merveilleux des arômes. Alors mon futur, oui, pour l'instant, il est écrit jusqu'en mars 2019. D'accord. Donc, puisque j'ai eu cette opportunité de passer à nouveau la sélection française, j'ai gagné cette sélection française pour représenter à nouveau notre pays au meilleur sommelier du monde. Donc, je suis très content de représenter à nouveau la France pour le meilleur sommelier du monde. Ça sera ma 4e tentative. C'est vrai que ça commence à compter. Mais bon, quand je vois des personnages comme Gérard Basset avec 6 concours mondiaux, voilà. Voilà, mon futur, il est déjà inscrit mars 2019 pour être bien prêt, pour développer à nouveau mes connaissances, pour être un peu plus, voilà, un peu plus aguerri pour la compétition. C'est pas forcément, et il y a déjà eu des exemples comme ça, c'est pas forcément ceux qui ont le plus d'expérience ni le plus de concours derrière eux qui gagnent. Non, il faut être prêt le jour J, les jours J, parce que ça fait quand même plusieurs étapes. Donc je vais de toute façon mettre tout en œuvre pour être bien prêt. Et c'est à ce niveau-là où je n'ai jamais eu aucun regret en fait dans ma vie de compétiteur. C'est-à-dire que chaque fois que je me suis inscrit à une compétition, j'ai toujours considéré qu'il fallait que je joue à fond cette carte et que je sois préparé avec mes armes. Des fois c'est passé, des fois c'est moins bien passé, mais néanmoins chaque fois que j'arrive à une compétition, j'estime que j'ai fait le maximum. Pour l'instant, je suis très bien chez Mandarin Oriental parce que j'ai un chef qui me suit tous les jours. Il est parfaitement conscient de ce que je peux apporter au travers des compétitions à l'équipe. Mon directeur général, Monsieur Leboeuf aussi, c'est un monsieur qui me connaît depuis fort longtemps, depuis 1995, et il sait ce dont je suis capable en sommellerie, ce dont je suis capable en compétition, ce dont je suis capable aussi au quotidien avec les clients, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça reste quand même mes employeurs. Donc voilà, pour l'instant, j'ai un équilibre de vie qui est plutôt très bon. Donc, futur proche, mars 2019, le mondial. D'accord. Après, on verra, mais on verra ce qui se passera au mondial. On verra, puis même de toute façon, la vie ne s'arrête pas de tourner. Comment on fait pour aussi se relancer, comment on vit les défaites. Moi, j'ai jamais considéré en fait qu'avec les défaites, ma vie de sommelier professionnel et ma vie quotidienne seraient complètement bouleversées. Non. C'est une déception, soit, il faut la digérer, mais après, il faut continuer à vivre. C'est une bonne question, mais non, je ne crois pas. C'est pas une seule bouteille en fait. J'ai surtout quand j'ai passé donc au concours mondial et j'ai obtenu la médaille d'argent derrière John Arvid, j'étais aussi, c'est vrai, très proche de cette médaille d'or. Néanmoins, j'étais très très satisfait du travail accompli, de l'ensemble en fait de la compétition, et puis surtout de la satisfaction des personnes qui m'ont suivi. Donc en fait, j'ai organisé un déjeuner pour les remercier. Donc c'est un petit groupe qui me suit même encore, parce qu'ils ont décidé de continuer avec moi jusqu'en mars 2019. Donc ils prennent du temps sur leur emploi du temps pour m'aider, pour m'entraîner quotidiennement sur Paris ou même ailleurs. J'ai fait un repas, du moins je suis allé chez un ami restaurateur qui nous a fait le menu et moi j'ai sorti des jolis flacons de ma cave. Et je leur ai dit voilà, ces flacons, ils sont prestigieux soit, mais ce n'est pas la notion en fait financière que je veux mettre sur la table aujourd'hui, c'est la notion en fait de partage. C'est que vous savez tous autant que moi que ce sont des très belles bouteilles,
que ce sont des bouteilles que j'ai envie de partager avec vous, quelle que soit du tout la valeur financière, parce que ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'était l'intérêt de déboucher des très belles bouteilles avec eux. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que j'aime bien réagir pour eh bien, les remercier. Ah oui, oui, bien sûr. Et vous avez Mais déjà, bon, par la force des choses et par le visuel, on peut constater que ce sont deux vins blancs. magnifique. Tout d'abord, ce sont deux bons vins blancs. Oui, ça vous plaît? Oui, D'accord. ça me plaît parce que, en les goûtant, j'ai eu cette envie aussi de les positionner à table. Donc, comme il y a toujours ce réflexe pour nous les sommeliers de se dire eh bien, que c'est important de pouvoir aussi faire vivre le vin autour de la table, donc cela veut dire qu'au travers de la dégustation, eh bien, ce qui s'est créé, c'était une envie de pouvoir aussi à un moment donné partager ces vins ou même en parler. Alors, je ne sais pas quels sont les numéros ou dans quel ordre. Disons celui-ci le premier, peut-être? Mhm. Alors, c'est un vin blanc qui déjà développe une gamme aromatique relativement riche, avec beaucoup d'opulence, parce que c'est un caractère globalement assez mûr. On a toute cette gamme aromatique en fait de fruits d'été, la nectarine, la pêche, et puis l'ensemble de la gamme aromatique qui est quand même plutôt fruits d'été, assez voilà ambiance de beau soleil et puis de belles températures. Tout cet ensemble déjà est souligné aussi par un élevage noble, luxueux, parce que il faut reconnaître que le boisé est bien intégré et très élégant. Et il apporte juste cette petite note, cette petite touche un petit peu caramel au lait, assez caractéristique d'un boisé voilà, qu'on a envie de mettre aussi en avant. C'est-à-dire que quand on a une belle voiture américaine, on aime bien que les chromes soient luisants et reluisants sur une belle voiture américaine. Oui, tout à fait. Donc c'est important aussi, j'imagine, pour le domaine de pouvoir aussi mettre en avant la qualité de l'élevage. Donc ça, c'est une évidence. Et puis, il y a aussi une note un tout petit peu, un peu crème fraîche, un peu beurre frais aussi. Alors, qui est apporté aussi par l'élevage, mais qui est, je pense, aussi une jolie amalgame entre les arômes minéraux qu'on peut sentir, des arômes de terroir, parce qu'il y a une petite note un peu caillou, un peu grillé, fumé. Et puis, ce savant mélange entre la maturité d'un fruit et puis le boisé de toute noblesse. Et puis, la bouche, c'est assez remarquable parce que c'est opulent, c'est suave, ça remplit bien en fait le palais. Très bel équilibre parce que ça, malgré tout, c'est soutenu par un joli support acide. Et puis, persistance aromatique où on retrouve, là, ça y est, les prémices en fait de ce qu'on pouvait penser d'un terroir qui marque en fait aromatiquement le vin. Et bien là, ces prémices se justifient quant au gustatif avec une salivation et puis un peu d'appétence. D'accord. Je trouve que c'est un très bon vin. Pour moi, il me fait penser au cépage chardonnay, avec toute sa bonhomie, son côté joufflu, aimable. Voilà, le chardonnay, je te considérais travailler de cette façon, que c'était un chardonnay, voilà, d'une personne qui a des rondeurs, mais que quand elle vous regarde, elle vous sourit tout le temps. Et qu'on ne peut pas, en fait, eh bien, être indifférent. Plutôt,
je dirais, plutôt hors du socle européen, à mon avis. D'accord. Je ne serais pas surpris que ça soit un style quand même nord-américain, avec eh bien, cette élégance et puis ce boisé frais, un peu dominant, un tout petit peu voilà, mis en avant. Nous, on a tendance peut-être justement à faire un peu l'inverse en ce moment en France, mais je dirais voilà, sur une zone nord-américaine, millésime relativement jeune, je pense à 2015, en pleine jeunesse, mais plutôt donc voilà, chardonnay. Ça pourrait être canadien, parce qu'il y a des zones qui font des très bons chardonnays. Très intéressant. Le deuxième vin a une gamme aromatique qui est différente. Il y a aussi une présence d'élevage, mais le fruit est un petit peu plus confituré. Ça fait plus, je trouve, confiture de pêche, abricot rôti au four avec du sucre. Il y a une note aussi un peu verveine. Et le boisé là, mais c'est un boisé pâtissier. C'est un boisé qui me fait penser, moi, à la crème brûlée, avec le petit socle, la petite surface là, de caramel qu'on brise et puis qui croustille, qui apporte justement cette notion un tout petit peu d'amertume aussi sur le gustatif. Et puis cette notion toujours pâtissière avec voilà, le chou à la crème avec un peu de pralin, ou alors la galette des rois avec la frangipane, un peu amande. Voilà, c'est un boisé qui est exubérant, un tout petit peu moins noble que le précédent à mon avis. Là, il y a un travail un peu plus voilà, démonstratif. On a envie de montrer que voilà, c'est un vin qui a du caractère. La texture en bouche est tout aussi agréable que le précédent, un peu plus généreux, un peu plus chaud tout de même. Et puis c'est là où, comme je disais, la qualité du boisé n'est pas la même, parce qu'on retrouve là très nettement ce toffee anglais, ce bonbon, ce caramel mou qu'on mange en Angleterre, et qui est présent, qui s'installe et qui donne une sensation de sucrosité aussi. Parce que autant là, il y a de la richesse, mais de la richesse qui est bien soutenue par nervosité et minéralité. Là, il y a de la richesse qui reste en place et voilà, le vin n'a pas l'élan du précédent. D'accord. C'est aussi long en bouche, mais on retrouve quand même ce caractère très pâtissier, vraiment boisé, assez intense et assez dominant. Et alors, très sincèrement, je resterai sur le même cépage. Sur le même cépage, aussi du chardonnay. D'accord. Parce que, encore, voilà, le joufflu de la bande des cépages blancs. Celui qui supporte très bien les élevages, mais qui parfois, ça s'agit un peu. Et puis, au niveau du gustatif, vu le boisé aussi, je resterai aussi sur le continent dans lequel je suis aujourd'hui. Je pense que je resterai sur l'Amérique du Nord, donc, et soit peut-être un vin qui pourrait être justement un chardonnay, qui pourrait être de par voilà, la qualité du boisé, parce que le boisé qui est utilisé là, c'est quand même, je pense, de la belle futaille, hein, des beaux tonneaux. Peut-être ça pourrait être un côté plus frais sur l'Amérique du Nord, donc peut-être plutôt côté ouest. Et puis là, ça me fait penser peut-être justement toujours en pensant au Canada et ce que j'ai pu goûter, rester sur l'Ontario avec cette notion de chardonnay, voilà, avec ce boisé pâtissier comme j'aime appeler, et puis il y a une petite notion un petit peu de noisette grillée là, noisette torréfiée qui subsiste et qui s'allonge. Mais je verrai plutôt ça quand même sur le continent sur lequel je suis là pendant ces quelques jours.